Quoi de plus heureux que de vous savoir nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de votre confiance. Chose promise, chose faite, le président de la République à l'est du pays. Aujourd'hui, nous avons le luxe plaisir de vous présenter nos deux invités, à commencer par Maître Brino. Bonjour. D'entrée de jeu, je dois déjà dire merci pour l'invitation que vous avez encore invité aujourd'hui. Okay. Mais également, je dois soulever que nous ne sommes pas encore maîtres, nous sommes encore un libre penseur. Et donc, je suis dans ce courant de libéralisme, un libéraliste, dans la mesure où je suis teinté et même attiré par ce qu'on appelle la liberté d'opinion, même la liberté de penser. Donc c'est pour moi un réel plaisir d'être ce matin dans ces plateaux, malgré les climats lugubres et même moroses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons, je ne sais pas si je dois vous appeler Maître Blanchard. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je salue en passant mon co-débatteur et camarade Pino Kalala. C'est un monsieur que je connais bien. Oui. Appelé maître dans un sens un peu péjoratif. Je ne suis pas du tout maître. Je suis un citoyen, un analyste politique de la société civile. Analyste politique, Fatou Béton, à l'est du pays, ça a une avancée significative quant à ça? Voilà, la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République à l'est du pays, c'est une très bonne chose, étant donné que c'est une promesse. Ça fait partie parmi les réalisations, n'est-ce pas, de ces promesses. Alors, actuellement, nous le voyons à l'est du pays, en train de consoler, n'est-ce pas, soit de motiver la population de l'est, de l'Ituri, ainsi que la population de Goma. Donc, pour moi, je pense que c'est une très bonne chose, ce sens qu'il est en train de concrétiser, n'est-ce pas, ses promesses. Voilà, c'est un peu ça. C'est une très bonne chose. Mon cher, alors que le président de la République à l'est du pays, il découvre qu'on nous a dit qu'il y a 21 000 militaires. Mais le président découvre qu'il y a que 16 000 militaires. Alors le président dit, il ne savait pas. Est-ce que c'est digne d'un président, cette parole? D'entrée de jeu, je dois déjà dire que l'acte posé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un acte louable. Dans la mesure où le peuple des Nord Kivu, ce peuple est en train de subir des atrocités immenses. Permettez-moi pour cette expression. Je dois dire que les hostilités, tout de suite marmaille, même une panoplie, des actes de violence, des velléités à l'égard de ces peuples doivent quand même relever notre sensibilité. Et à cette question, je dois dire que le chef de l'État, étant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, a eu raison d'y aller pendant un bon moment afin de réconforter tant bien moralement le peuple tant meurtrieux. La question est de savoir si le chef de l'État, après sa découverte, si c'est un repenti. Mais je dirais qu'il essaie de rappeler que l'administration congolaise au niveau de l'armée souffre. Il y a même une gangrène au sein de cette administration. Vous savez, l'administration de l'armée congolaise est infiltrée par plusieurs personnes. Mais également, il y a une sorte de la mégestion à longueur de journée. Les nombres exacts aujourd'hui dans ces pays, les nombres exacts des militaires, il se pose un grand problème. Si vous demandez au chef d'état-major général, vous demandez aux différents chefs d'état-major généraux adjoints, vous n'aurez pas une réponse satisfaisante à cette question. Et donc, je pense que ça a été d'ailleurs une chose louable pour le chef d'État d'y aller afin de découvrir en bonne et due forme ces différentes gestions pour que ça puisse lui permettre de rebondir afin de pallier et même bien d'arranger les couacs qui avant ne marchaient pas. Donc voilà au moins ma petite contribution face à cette question. Merci beaucoup, Ndeko Bouka. Est-ce que, bon, le chef de l'État est à l'Est, mais l'IGF, son travail, c'est seulement d'inquiéter ceux qui ne sont pas à l'Union sacrée, ou soit l'IGF peut aussi inspecter là-bas. Est-ce que l'IGF inspecte seulement ceux qui ne sont pas de l'Union sacrée? Parce que c'est ce que nous voyons. Voilà,
monsieur le journaliste, dire ça, soit donner des affirmations pareilles, c'est vraiment un peu grave. Pourquoi je dis ça? Parce que l'IGF, c'est l'inspection générale des finances. Et il s'agit des finances de la République démocratique du Congo. Oui, oui. Alors, l'IGF ne peut pas simplement inspecter aux gens qui ne sont pas, soit qui ne font pas partie de l'Union sacrée, mais plutôt doit aller inspecter partout. Là où toutes les administrations qui touchent les deniers publics, l'argent de l'État, l'IGF a le monopole, n'est-ce pas, d'inspecter là-bas, de voir qu'est-ce qu'il y a, quelle manière qu'on utilise, n'est-ce pas, l'argent de l'État, l'argent des contribuables congolais, comment on utilise cet argent-là. Mais alors, le problème, c'est que nous voyons que l'IGF, même c'est de l'UDPS ou c'est de l'Union sacrée, même s'il commettait je ne sais pas moi, l'IGF ne vient pas enquêter. Est-ce qu'il y a-t-il un problème ou soit l'IGF ferme les yeux à certaines personnes? Bon, tout simplement que nous, Congolais, on oublie vite. Récemment, ici, on a vu IGF inspecter le ministre de la Santé sortant, M. Etienne Longondo. N'est-ce pas? Il est membre de l'IDPS ainsi que de l'Union sacrée. Mais jusqu'aujourd'hui. Non, en fait, l'IGF fait son travail. C'est quoi? De dénoncer, d'inspecter. Mais après avoir établi son rapport, il transmet les rapports acquis des droits. Maintenant, c'est à la justice de prendre ses responsabilités. IGF n'est pas un organe de la justice. IGF inspecte simplement l'argent de l'État, là où il y a des finances de l'État. Après avoir tout ça, il donne les rapports au procureur, amenant au procureur de prendre ces rapports-là, d'enquêter encore de plus, parce que en droit, en fait, le procureur n'est pas lié, n'est-ce pas, au rapport lui donné par l'IGF, en fait. Il doit encore réenquêter, avoir des éléments précis. En ce moment-là, il peut déclencher, n'est-ce pas, une action publique contre le présumé, n'est-ce pas, détourneur des deniers publics. Moi, je pense que dire l'IGF enquête simplement les gens qui ne sont pas de l'Union sacrée, non, c'est faux. Mais au moins, on doit revenir. On doit regarder la gestion. Lorsque nous voyons des dénonciations de l'IGF, de part et d'autres, la majorité de ces gens-là sont les gens des régimes passés, de M. Kabila. Ils ont volé, n'est-ce pas? Ils se sont emparés de l'argent de l'État comme leur bien privé. En ce moment-là, l'IGF fait son travail de voir, mais actuel régime a que de 2 ans et demi. Donc, nous ne sommes pas là pour défendre ces régimes-là. Là où ça ne marche pas, on doit dénoncer. Et si l'IGF fait de cette manière-là, il doit encore... Merci beaucoup. Mon cher Bruno, quel est en fait le caractère sacré de l'enquête, le caractère secret de l'enquête de l'IGF? Parce que l'enquête a un caractère secret. En fait, parce que nous voyons, lorsque l'IGF inspecte, il met aux réseaux sociaux, il dit déjà, et là, la personne, quand la personne voit déjà que on me cherche, je dois faire quoi? Je dois fouiller. Est-ce que ce caractère, l'IGF fait vraiment bien son travail? Merci. Monsieur Herman, au pays de Lumumba, ici, il y a plus de 50 ans, il y a même 60 ans, il faut dire que ce pays a été pris en otage par des prédateurs. Il y a un système de prédation financière, un système de la gabegie financière dans cet État. Mais nous ne sommes pas des inconnus. Nous avions tous vécu dans ces pays. Aujourd'hui, l'IGF, avec l'avènement de l'IGF, pas l'avènement d'ailleurs, aujourd'hui avec la prise de conscience de l'IGF et même la confiance qu'a maintenant l'IGF, parce qu'auparavant, ce n'était pas le cas. L'IGF n'est pas une institution judiciaire. Il faudra préciser. Quand vous parlez du caractère secret d'une inscription, nous sommes au niveau préjuridictionnel, au niveau de l'inscription. L'IGF n'est pas une institution judiciaire. Mais le fait d'inspecter, il inspecte. Il faut faire la part des choses. Okay. L'IGF, c'est une institution rattachée au président comme institution. Okay. Non aussi à la présidence. L'IGF contrôle, il fait un rapport. Il fait un rapport à qui des droits. C'est pas à l'IGF d'arrêter quelqu'un. Oui. L'IGF fait le but, il va contrôler la gestion même des finances au sein des administrations publiques. Voyez-vous? Et donc, face à cela, je dois dire que l'IGF n'est pas une institution judiciaire. Bon, s'il ne fait pas bien son travail. S'il faut dire qu'il y a
les systèmes de deux poids, deux mesures ou de double standard, comme on dit. Je dois dire, et même moi aussi interpellé, étant un libéraliste, interpellé l'IGF. Vous saviez, ce qui tue ces pays, c'est les hommes politiques congolais sont des matamors. Matamor. Les hommes politiques congolais sont forts en parole qu'en acte. Ah ouais. Les hommes politiques congolais, Lyon Sacré, FCC, je parle de personne en Mouka. Ce sont des hommes politiques qui, avant d'entrer en fonction, sont des parleurs de bonne foi. Des péripatéticiens, permettez-moi pour... enfin, c'est cette manière d'employer les mots, mais dès lors qu'ils sont maintenant en activité, ils deviennent trop passifs. Okay. Ils sont des matamors. Ils sont experts dans les discours démagogiques. Ils ont besoin de te regarder. Merci beaucoup. Okay. Je dois dire que, de la même manière que nous sommes en train de voir que l'IGF est en train de faire de bits sur le programme même de la gestion des gens qui ont travaillé sous les régimes anciens, les régimes passés, le régime de son excellence, le président, l'ancien président Joseph Kabila, c'est de la même manière que l'IGF doit également aller fouiller de l'administration actuelle. On ne doit pas épargner. Enfin, l'IGF n'a pas seulement pour effet rétroactif, non. L'IGF doit également tenir compte du présent. Il doit aller là où il y a des couacs. Notamment, mon ami de la société civile a soulevé le cas de Kenny. Mais je dois dire, nous avions vu le chef de l'État prendre une ordonnance portant nomination même de personnes qui devaient travailler au sein du Fonds national de la solidarité contre la Covid-19. Mais ces fonds est parti où? La somme. On nous a parlé encore de la somme. C'est quoi les résultats? Il y a eu plusieurs organismes qui ont eu à débourser de l'argent pour les 10 fonds. Mais qu'est-ce qu'on a eu à retenir? Le ministre était, il vient de finir. C'est quoi le rapport de l'IGF? Les rapports étaient sombres. Ce que j'ai dit, l'IGF doit être prudente plutôt, une inspection doit être prudente, afin d'éviter cette politique de deux poids, deux mesures. Oui. Nous tous, notre intérêt, la mère patrie, c'est l'État congolais. Donc on doit les préserver en bon père des familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous tous, l'intérêt commun, c'est les Congos. On doit le préserver. Maître, bon, je ne vous appelle pas maître, cher ami Bouka. Aujourd'hui, le Parlement ou l'Assemblée nationale reçoit 500 jeeps. 500 jeeps, si on peut dire qu'on a eu ça dans 27 millions de dollars, alors que nous avons des problèmes à l'Est. Alors que pour intervenir à l'Est, on attend à ce que la Banque mondiale puisse nous financer. Mais alors, on donne 27 millions gratuitement comme ça. Est-ce que là, ça a raison d'être, cher Bouka? Les jeeps aux députés. Voilà, merci beaucoup. Je voulais revenir un peu en arrière par rapport à la question de l'IGF. Dans l'étage, oui. N'est-ce pas, la question sur les jeeps donnés aux députés nationaux, soit promis aux députés nationaux. Je pense qu'à ce qui concerne l'enquête de l'IGF, en fait, je ne sais pas les textes organisant l'IGF interdit, n'est-ce pas? Surtout quand on dit toujours ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, l'IGF, c'est une manière aussi de sanctionner, n'est-ce pas? Par exemple, nous venons de voir le cas de Matata Mponyo. Moi, j'ai toujours fait mes analyses lorsque je tweete. Nous regardons un Sénat qui refuse, qui empêche la justice de faire son travail. En ce moment-là, cette personne-là, la seule procédure, soit le seul moyen de lui sanctionner, c'est que mettre au courant de la population que c'est un voleur. Lorsque M. Matata Mponyo va se présenter en 2023 comme candidat député national, comme président de la République, qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Mais qu'est-ce que vous reprochez d'abord au Sénat? Parce que constitutionnellement, le Sénat a fait son travail, a le droit de refuser ou soit de donner. Nous avons suivi tous ici que Matata Mponyo, je rentre dans mon pays pour affronter la justice instrumentalisée. En sa qualité d'un ancien Premier ministre, il commence déjà à propager des paroles indignes à l'endroit de notre justice. Vous voyez? Mais maintenant qu'il est rentré, nous regardons les sénateurs lui protéger encore, ce qui nous fait très mal. Il fallait lui laisser se présenter.
il bénéficie de la présomption d'innocence. En se présentant de la justice, ne lui fait pas peur de sa qualité de sénateur. Tout simplement éclairer l'opinion, éclairer la population. Voilà, j'avais géré Bukangalo, ceci, cela. L'argent que j'avais perçu, regardez comment j'ai orienté cet argent. C'est tout. Mais nous regardons le Sénat maintenant en paix, n'est-ce pas? Oui, mais à ce qui concerne la question de Jeep, moi je pense que c'était très grave. C'est très grave, monsieur le journaliste. Permettez, c'est très grave. Dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas donner des Jeeps qui coûtent 25 000 $. En 7 d'ailleurs. Imaginez, à millions, chaque député, pas mille, mais millions. au moment que la population regardait nos états de route. Ici à Kinshasa, la capitale de notre pays. Regardez comment les choses. Regardez ici un peu. Pour quitter la maison, arriver ici, monsieur le journaliste, on a pris des motos. Presque toutes les routes sont tellement dans un état très critique. Merci donc, beaucoup. Cet argent va servir en arrangeant des routes, de permettre à la population de circuler librement. Donc, ça se voit sous d'autres sièges. On peut donner des îles parce qu'ils ont de bonnes conditions, mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc, merci nous ne beaucoup. sommes pas tout à fait d'accord. Au moins, nous appelons le président de la République de revenir à la raison. On ne peut pas gaspiller l'argent de l'État comme ça, de cette manière-là, acheter les types aux gens, n'est-ce pas, qui sont d'abord dans de bonnes conditions quand même. Merci beaucoup. Les Jeeps, on donne le Jeep aux députés. On donne le Jeep aux députés, alors que si on mettait cet argent-là pour construire les routes, normalement, ça allait construire 30 km de routes. Mais, bafoue cet argent comme ça, on donne ça aux députés. Ceux qui vivent bien au moins. Est-ce que, pour vous, ça a raison d'être? Je relève des hypothèses, même des théories. Bon, des hypothèses, je crois. La première hypothèse, vous savez, dans notre pays, nous sommes habitués à une manière de gérer la cité. On fait toujours recours à ce qu'on appelle la coutume. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la coutume parlementaire. Notre pays, nous sommes au niveau de la 3e législature. Donc il y a eu la première législature en 2006, la deuxième législature en 2011, ainsi que la troisième, celle de 2018. Revenons sur la question. Les types accordés aux députés. Vous savez, la coutume, même si elle est mauvaise, mais si la coutume, au fur et à mesure, elle s'applique, mais pensez-vous que cette coutume sera mise en écart? Une coutume qui a pris à la longueur de journée, qui est devenue pas une manière, mais qui est devenue une habitude parlementaire. En 2006, en 2011, les mêmes députés là, ces élus, ont eu à recevoir de la part toujours des assemblées nationales les Jeeps. Et à cette époque-là, la question n'avait pas fait couler beaucoup d'encre. Mais cette fois-ci, je vois une simple question qui fait couler beaucoup d'encre. Mais pourquoi cette question fait couler beaucoup d'encre? Il n'y avait pas beaucoup de priorités, parce qu'aujourd'hui, la priorité c'est l'Est d'abord. J'ose croire, état de siège, à mon humble avis, et sans peur d'être contredit par qui que ce soit, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a la coutume parlementaire. Donc, ces élus, ils sont aussi des représentants de la population en quelque sorte. Qui vivent bien. Ils doivent aussi avoir des moyens de transport. Maintenant, il se pose la deuxième thèse, la deuxième hypothèse, c'est la question de la priorité de la nécessité. En fait, il est évident que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est prioritaire? C'est là où les bas blessent. C'est là où les Romains et les Grecs sont en train de s'empoignarder. Je dirais c'est un combat des Oriens et des Curias. En fait, on n'a pas eu à bien finir même les choses. Pourquoi? À ce temps ici, vous savez, la population est dans une souffrance extrême. Une souffrance qui ne dit pas son nom. Une souffrance dépourvue d'une solution. Parce que nous sommes en train de souffrir gravement, d'une manière gravissime. Aujourd'hui, avec la pandémie à coronavirus, pour chuter, cet argent devrait servir à plusieurs choses, notamment à la réhabilitation certainement des infrastructures dans ces pays. Les états des routes sont en état de délabrement très avancé. Donc j'ose croire que la question n'était pas prioritaire, mais elle est nécessaire pour le bien-être de nos institutions aussi. Merci beaucoup, mon cher. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe, 13 ans de prison. On peut dire que fin carrière de Vital Kamerhe. Voilà, une fois de plus, merci. J'ai toujours envie de revenir.
par rapport à la Toilettage, mais soyez vite, parce qu'on est déjà oui, presque à oui, la fin. parce que mon ami vient de dire ici que c'est une coutume en fait. Mais lorsque nous regardons une coutume contre les gammes, ne peut pas être d'application. Lorsque la coutume est contre la loi, on ne peut pas prétendre une coutume pareille. Parce que moi, je conçois très mal. Nous, la société civile, Et vous pensez que cette coutume vous pensez que cette coutume contredit la loi? En fait, c'est une coutume qui apporte atteinte. Monsieur le journaliste, nous, la société civile, nous sommes très proches de la population. Nous regardons comment cette population est en train de vivre. On conçoit très mal entendre des millions acheter des types de députés. Les députés sont mieux payés. Les députés eux-mêmes peuvent s'organiser. 10 000 et quelque chose de dollars par mois. Quelque chose comme ça. Alors, on prend encore l'argent de l'État, on lieu quand même organisé. Si vous partez aujourd'hui, vous regardez même l'arrêté qu'a pris M. Chantini Mobila, interdisant les mesures. On est en train d'interdire les mamans qui vendent en cours de la route de ne plus vendre. Alors ce sont des mères de famille, ce sont des pères de famille. Comment leurs familles vont vivre au moment que les choses ne marchent plus? Au lieu de mourir, l'argent. Au lieu de mourir et de rester en famille. Voilà. Donc il y a des choses graves qu'on voit dans ces pays. Alors, à ce qui concerne M. Kamer, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas l'intérêt de faire un commentaire sur une décision judiciaire. Merci beaucoup. M. Kamer a été condamné. Je pense que les juges ont analysé les faits, ont vu effectivement qu'il est coupable. Merci condamné. beaucoup. Et toilettage, ou soit ce que vous pensez sur la décision condamnant Vital Kamerhe. 13 ans de prison, fin carrière pour lui. Vous savez, les décisions judiciaires, pour nous les habitués du palais, en fait, les décisions judiciaires ne doivent faire débat, enfin, obligé d'aucun débat. On doit toujours s'incliner lorsqu'on a cour d'appel. Et dans la mesure où il y a des voies de recours ordinaires ainsi qu'extraordinaires, si M. Vital Kamerhe estime encore qu'il est dans ses droits et pour d'aller en cassation, donc je crois, à mon humble avis, que les chamans est encore libre et donc il peut aller devant la cour de cassation afin de casser les jugements. Alors, la coutume telle qu'évoquée par vous dit que cette coutume la contredit la loi. Que dites-vous? Non, je ne sais pas. En fait, on ne doit pas faire de l'amalgame entre la coutume, que nous parlons de la coutume parlementaire, et de la coutume comme source des droits. Okay. Les mêmes élus là, quand on parle de la coutume parlementaire, ça veut dire quoi? Ce sont des pratiques qui s'appliquent au niveau du Parlement. C'est ça la coutume parlementaire. Bon, les élus reçoivent des rémunérations variables même. Il y a plusieurs rémunérations des élus. Ils savent, et même ils sont dans la boîte, ils savent comment ils reçoivent leur rémunération. Et j'ai suivi le porte-parole de l'Assemblée, enfin le rapporteur, disons, allais-je dire le rapporteur de l'Assemblée nationale. L'homme il a dit c'est parce que ils ont eu à constater depuis le début de cette législature plusieurs décès de plusieurs députés par manque de moyens de transport. Et je base de ça que l'Assemblée nationale a décidé d'avoir quand même des jeeps pour donner aux députés. Même moi, qui est un libéraliste, j'estime que la décision n'est pas salutaire de la mesure où cette décision ne devait pas être prise en ces moments où le pays est en train de souffrir, en train de marcher au pas des tortues. Donc j'ose croire que la décision a été précoce. La décision a été précoce. Monsieur Bouka, oui. Je peux dire, la responsabilité du chef de l'affaire Kamerhe, parce qu'on dit vol intellectuel. Mais Kamerhe n'agissait pas seul. Il avait un chef. La responsabilité du chef dans cette affaire, c'est comme si Kamerhe est condamné, mais son chef, blanc comme neige. Est-ce que c'est faisable? Oui, en tout cas, je dois préciser les choses par rapport à l'affaire M. Kamerhe. Mon co-débatteur l'a soulevé ici qu'il faut saisir la Cour de cassation. Non, la Cour de cassation n'est pas un juge des faits, mais un juge des droits. C'est-à-dire, si M. Kamerhe aujourd'hui partait même saisir la Cour de cassation, on va tout simplement casser les erreurs des droits. Si la juge de cassation casse les erreurs des droits, on va encore renvoyer M. Kamerhe auprès des juges inférieurs pour encore réouvrir les débats. Donc on n'est pas le juge de cassation n'acquittera pas M. Kamerhe. Donc on renvoie encore, on casse par exemple telle disposition, ça a été mal utilisé,
tel. Ce n'est pas un juge de fait, mais c'est un juge de droit. Donc on voit simplement des dispositions que le juge n'a pas bien utilisées. On renvoie encore auprès de ces juges-là, autrement composés, ou soit le juge-là d'une autre juridiction de même rang, de dire maintenant le droit. Merci, nous En fait, à ce qui concerne les chefs, non, en fait, les gens ne confondent pas les choses, monsieur les journalistes. Je peux être un chef, j'ordonne, fais ceci. Alors lorsque vous partez là-bas, en fait, vous êtes une chaîne de télévision. Ici, vous vous présentez l'émission. Si vous en abusez ici, en quoi engage le propriétaire de la chaîne? Vous prenez des micros, on te dit, va tourner l'émission, vous prenez les micros, vous vendez les micros. Alors lorsqu'on vient vous arrêter, vous dites, non, en tout cas, il y a un chef qui voyait qui avait acheté le micro. Non, moi je pense que... J'ai suivi Madame Sita, elle disait dans son ouvrage, concernant le supérieur hiérarchique, ce que vous dites, je vois, c'est un peu une contradiction. Moi, pas que la notion, cette notion-là, il y a des préalables. Il faut que les chefs aient un contrôle direct. Il faut que les chefs aient intimé l'ordre. Alors, lorsque vous intimez, vous en abusez, vous faites les choses de votre manière. Dit, bon, comme M. Kamé permettait, il pensait que je suis devant quelqu'un qui ne connaît rien. Merci beaucoup. Quelqu'un qui ne connaît rien. Maître. C'est pourquoi il a agi ainsi. Pas maître. Cher Bruno, Monsieur Bruno, vous partagez l'idée de l'ami Bouka. Évidemment, s'il faut aussi répondre, passez-moi l'expression, j'étais tantôt disant que la cassation, c'est une voie de recours extraordinaire. Et donc, ni personne, nulle part dans les textes, même dans le code pénal ou dans le code de la procédure pénale, on interdit à M. Kamere d'aller saisir le juge de cassation. Oui. S'il estime qu'il a, il y a eu des erreurs. Okay. Parfait. Revenons sur l'affaire de... la responsabilité. Sur la responsabilité. Là, il faudra interroger les statuts de Rome, je crois, à mon humble avis, les dispositions. Article 28. Il y a les libellés de l'article 27-28 comme ça, ouais. sur le fait des supérieurs hiérarchiques. Ouais, Enfin, ici, nous ne sommes pas dans ces cas. Ici, les faits reprochés par M. Vital Kamere, qui ont été plutôt reprochés par M. Vital Kamere, ont été bien précis. Le ministère public l'a soulevé. Et les jugements rendus par le juge des grandes instances en témoignent également. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de débat de rentrer encore dit que si les chefs étaient appliqués, à la mesure où le jugement était déjà rendu, aujourd'hui nous sommes au niveau de voie des recours, et donc si la cassation refuse, ça vous savez la conséquence juridique, non? D'ailleurs, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Ouais. S'il vous plaît. Ouais. Dans cette même affaire, mon ami, vous voyez, M. Kamere a été devant le juge, du début jusqu'à la fin. Nulle part, M. Kamere a cité le chef. En disant que voilà, merci il disait beaucoup. lui-même d'ailleurs, il disait d'ailleurs, on ne vise pas quand même, on vise le président de la République. Merci beaucoup, nous avons compris. Mais également, beaucoup de gens ne comprennent pas le dire de actuellement président de la Cour constitutionnelle. Il disait pas vol intellectuel, vol des intellectuels, c'est-à-dire le voleur là c'est un intellectuel. Okay. La manière dont il a utilisé, on ne peut pas discerner si vous n'êtes pas un véritable intellectuel. Donc ce n'est pas un vol intellectuel. Donc nous avons compris vol des intellectuels et non vol. Non, nous avons compris vol des intellectuels et non vol intellectuel. Ah, oui, c'est ça. Monsieur Bruno, votre dernier mot. Vous allez regarder notre caméra et puis dire votre dernier mot. Je crois la caméra. Parfait. Je dois aussi rectifier, ce n'est pas vol intellectuel, il s'agit de détournement. La situation qui a été poursuivie contre M. Vital Kamere, ce n'était pas des vols comme vous l'aviez dit. Okay. C'est la situation frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Okay. Infraction que le ministère public, évidemment, poursuivait M. Kamere et c'était des détournements. Ah ouais. Parfait. La conscience est plus que tout. On doit prendre la conscience, nos institutions doivent mettre en pâture tout ce qui est comme fléau et même congrès pour énerver la population et même pour énerver la bonne marche de cet État. Nous avions l'État Patrice et la République démocratique du Congo, nos aïeux, je dois citer Patrice Emery Lumumba, Mobutu Sese Seko, plusieurs autres qui Vita, nous ont légué cet État uni. Nous devons tout faire, mettre en marche, mettre la main dans la pâte, c'est-à-dire même les nerfs, afin d'aider cet État d'aller de plus en plus mieux et puis très parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître Monsieur Bouka. Votre dernier mot. Vous allez conclure sur les sujets que nous avons parlé. Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Merci aussi à mon ami, cher co-débatteur. Il s'agit de lapsus. Donc on parlait de détournement parce que M. Kamera a été condamné pour détournement et non pour le vol. Mais à ce qui concerne mon dernier mot, tout simplement, j'invite M. Chantini Ngobila de revoir ces mesures. La maladie existe, bel et bien là. La maladie, elle est là. Protégeons-nous. J'appelle la population congolaise à observer strictement les mesures barrières éditées par les autorités tant nationales que provinciales. Mais également, nous voulons que les mesures en question ne puissent pas apporter atteinte aux droits de l'homme. Parce que moi, tout à fait, je suis un juriste humaniste. Donc, je suis l'un des premiers étudiants à avoir fait le département des droits de l'homme à l'université de Kinshasa. Donc, lorsque nous voyons à tout moment les droits de l'homme sont violés, ça nous fait très mal parce que nous sommes les initiés, nous sommes du domaine. Alors, M. Chantini doit revoir, avant de prendre des mesures pareilles, il faut d'abord consulter les textes. Lorsque vous portez atteinte à l'article 61 de la Constitution, en tout cas, ça nous fait très mal. Donc, je pense, merci pour votre invitation. Et nous sommes là pour dénoncer les marches. Nous sommes là pour soutenir là où les choses marchent. Et là où les choses ne marchent pas, en tout cas, nous allons toujours dénoncer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'était là donc nos juristes. Ils ont donné leur point de vue quant au sujet que nous avons débattu. Suivez-nous sur Objectif TV. Portez-vous bien. À la prochaine.